Je suis venu vous voir aujourd'hui parce que, comme tous les Français, je regarde un petit peu les médias, enfin en tout cas j'entends ce qu'on dit, même involontairement, et puis je suis surpris par la déferlante de sondages qui nous montrent une situation absolument consternante de l'opinion publique française, avec des sondages qui disent que 7 Français sur 10 sont pour l'abandon du statut de cheminot, voudraient moins de fonctionnaires, sont pour la réforme de l'éducation à la fois du lycée et de l'enseignement supérieur, qui pour moi représente une casse du secteur éducatif. Voilà, si on en croit les sondages, les gens veulent moins de services publics, moins de fonctionnaires, plus de statut, que tout le monde soit précaire, et puis une éducation bon marché, payante et inégalitaire. Alors, je trouve ça assez déprimant, mais ce qui se passe, c'est que je suis quand même d'un naturel un petit peu curieux, un petit peu parano peut-être aussi, et face à des chiffres qui sont tellement contradictoires avec l'expérience que j'ai eu envie de savoir comment ils avaient été fabriqués. J'ai fait une petite enquête, et ma conclusion, c'est qu'en fait, ces chiffres, s'ils me dépriment, c'est que c'est leur fonction, ils sont là pour me déprimer. Et pas seulement moi, mais tous ceux qui luttent et qui se battent pour essayer d'aller vers une société meilleure. Alors, dans ma petite enquête, j'ai eu une chance, c'est qu'en fait, on a encore un droit démocratique qui est que tout citoyen peut aller lui-même regarder sur les sites de sondage comment les données ont été obtenues. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 4 choses qui sont complètement contraires à l'éthique de la récolte et du traitement des données, qui sont des biais, qui à mon avis sont délibérés et très importants pour obtenir ces chiffres. Les biais, c'est des biais de constitution du panel, des biais d'amorçage, des biais de cadrage et des biais de présentation des résultats. C'est des biais qui sont parfaitement connus en sociologie et en psychologie. Un exemple, la constitution du panel. Bon, normalement, on doit avoir des panels qui sont représentatifs de la société française si on dit « les Français disent que ». Et là, en fait, pour les instituts de sondage, les panels, ils sont rémunérés, enfin récompensés, en fait professionnalisés. C'est des panels de répondants qui sont régulièrement interrogés, qui sont des gens volontaires et qui sont donc par nature non représentatifs de la réalité. Les non-répondants, ils sont éliminés. Il faut répondre à toutes les questions, sinon on ne propose pas un autre sondage. Et les gens qui sont conservés, ils cherchent par tous les moyens à rester dans le panel. Et donc, ils sont enclins à essayer de donner la réponse qui est attendue par le sondeur. Par ailleurs, ils ont été recrutés par le sondeur au travers d'un organe de presse qui fréquente et qui consulte et qui est quelque chose de pas du tout neutre. La deuxième chose, c'est le biais d'amorçage. Alors le biais d'amorçage, c'est un truc un peu subtil. Ça veut dire que la question qui intéresse le sondeur pour servir l'intérêt de son client, elle survient après une succession de questions qui guident le répondant vers une certaine logique, vers une certaine problématique. Et donc, cette logique, déjà, elle est conforme à l'intérêt du questionnant. La troisième chose, c'est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est quand la question posée, elle présente la réalité de manière partiale avant d'interroger l'enquêté. Et enfin, le biais de présentation, c'est quand on diffuse un chiffre obtenu et qu'on le commande suivant un angle privilégié, souvent faussé, en rendant invisible le procédé par lequel il a été obtenu. Alors, pour l'enquête, j'ai pris 3 sondages récents qui nous ont justement heurtés ou déprimés par rapport aux conceptions et aux convictions qu'on a. Le premier cas, c'est le cas dont on parle beaucoup en ce moment autour de la réforme de la SNCF, c'est le cas d'un sondage qui nous assure que 7 Français sur 10 seraient pour l'abandon du statut des cheminots. Là, je dirais qu'il y a un biais de cadrage grossier et délibéré. Alors, pourquoi biais de cadrage? Parce que dans la question, on va lister les prétendus avantages des cheminots, qui sont d'ailleurs erronés en partie, et sans mentionner un seul moment les inconvénients du statut de cheminot. Concrètement, la question posée, je vous la lis, c'était la suivante. La grande majorité des salariés de la SNCF bénéficient du statut de cheminot, qui permet de garantir un emploi à vie, de partir à la retraite à 57 ans, 52 ans même pour les conducteurs de train, et de faire circuler quasi gratuitement sa famille sur le réseau SNCF. Vous,
personnellement, pensez-vous plutôt qu'il faut faire disparaître ce statut qui est un privilège qui n'a plus lieu d'être, ou qu'il faut maintenir ce statut qui est la contrepartie d'un travail souvent pénible? Biais de cadrage, puisque dans l'énoncé de la question, à aucun moment on nous donne les inconvénients de la vie de cheminot, on ne vous en présente que les avantages, donc avantages qui apparaissent comme des privilèges pour ceux qui répondent. Par ailleurs, le nombre de non-réponses, il est très très curieux, on dirait même qu'il est suspect, puisqu'il est de 1% seulement. Ce n'est pas crédible. On ne peut pas penser que seulement 1% des Français n'aient pas d'avis. Ils ne se disent pas j'en sais rien, j'ai pas assez d'éléments. Normalement, les gens ils sont plus prudents que ça, ils sont plus méfiants, et donc on devrait avoir bien plus de non-réponses. Je pense que le panel lui-même, il est faussé, parce que la réponse, elle a été forcée. Probablement parce que les gens n'ont pas envie d'être évincés du panel et de pouvoir continuer et d'avoir à la fin leur boîte de chocolat ou leur Game Boy. Je ne sais pas si ça existe encore, la Game Boy. Alors, le deuxième cas, c'est le cas de la diminution des fonctionnaires. Là, il y a un biais d'amorçage qui est grossier et délibéré. La question qu'on a posée aux gens, en fait, elle survient après une succession de questions où on demande aux gens quand vous téléphonez à une administration, est-ce que vous êtes bien reçu? Lorsque vous vous rendez dans une administration, est-ce que vous êtes bien accueilli, bien traité? Bon. Et puis, la question qui arrive ensuite, c'est est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de fonctionnaires? Alors, comme on a fait succéder des questions qui sont relatives aux administrations, on a installé dans la tête des gens l'idée qu'en fait, un fonctionnaire, c'est un bureaucrate. Et les gens, ils n'aiment pas trop les fonctionnaires bureaucrates, ils n'aiment pas trop les gens qui passent leur journée à tailler les crayons, donc ils se disent, il y en a trop. Ça arrive logiquement. Et du coup, on a une personne sur deux qui trouve qu'il y a trop de fonctionnaires. Après, il y a une question qui est passionnante, mais qui n'est jamais mise en exergue par les médias. La question, elle est, quels fonctionnaires sont en trop? Là, on n'a plus que la moitié des gens qui répondent. 50% de la population ne trouve pas qu'il y a trop de fonctionnaires. Et parmi les 50% de gens qui trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires, il y en a 3% qui trouvent qu'il y a trop d'infirmiers, 5% qui trouvent qu'il y a trop de policiers et 10% qui trouvent qu'il y a trop de profs. Autrement dit, 10% de 50%, ça fait une personne sur 20 qui trouve qu'il y a trop de profs. Donc, il y a deux catégories seulement que les gens trouvent trop nombreuses parmi les fonctionnaires, et encore parmi ceux qui trouvent qu'il y en a trop. 80% trouvent qu'il y a trop d'agents territoriaux et 50% trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires dans la culture. Peut-être parce que les gens ont dans la tête l'image de Jacques Lang et qu'ils le prennent pour un fonctionnaire de la culture. Sinon, pour les 80% qui trouvent qu'il y a trop d'agents territoriaux, en fait, c'est un effet de méconnaissance puisque les gens n'en connaissent ni l'utilité ni le rôle exact. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le questionnaire se garde bien de poser la question inverse, c'est-à-dire trouvez-vous qu'on manque d'infirmières, qu'on manque de pompiers, qu'on manque de policiers, qu'on manque de profs? Parce que s'il posait cette question, il est très vraisemblable qu'il y aurait une demande très forte en fait, de services publics parmi la population. Alors, curieusement, ce sondage-là, c'est un sondage d'OpinionWay. J'ai dit que n'importe quel citoyen pouvait mener sa petite enquête pour savoir comment les données avaient été élaborées. Pour le cas de ce sondage, il faut quand même aller vite parce qu'au bout de 15 jours, il disparaît et donc le contrôle citoyen, il disparaît avec. Le dernier cas qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cas de la réforme Blanquer sur l'éducation. Et là, je dirais qu'il y a un triple biais qui est à la fois un biais de panel, d'amorçage, de cadrage, et je pourrais même en ajouter un biais d'engrenage. Alors d'abord, le biais de panel. Odoxa qui a fait ce sondage nous a proposé 2 sondages à 2 semaines d'intervalle avec 2 panels qui étaient radicalement différents. Ça interroge. Dans le premier sondage d'Odoxa, qui portait sur les personnalités politiques des Français, la popularité de Blanquer, elle est la suivante. 36% adhèrent ou sont favorables à la personnalité de Jean-Michel Blanquer à droite, et 16% sont favorables ou adhèrent à la personnalité de Jean-Michel Blanquer à gauche. Ça, c'est paru cette semaine. Et encore, c'est signalé en forte hausse. Vous faites la moyenne des deux, ça fait 26% des Français qui aiment bien Blanquer, pour faire vite. Et une semaine avant,
Dans le panel du même institut qui a servi à savoir si les gens étaient favorables à la réforme de l'éducation, on avait, première question, 62% des gens qui avaient une bonne opinion de Jean-Michel Blanquer. Forcément, c'est ce panel-là qui va trouver aussi qu'il fait une bonne réforme. D'ailleurs, si on en croit l'échantillon présenté comme représentatif par la boîte de sondage, Jean-Michel Blanquer, il est sympathique, compétent et courageux pour 55% des Français. Moi, je dis qu'avec des scores pareils, Jean-Michel Blanquer, c'est notre prochain président de la République. Donc ça, c'est pour le biais de panel. L'échantillon, il est faussé. On pourrait dire avec le test statistique du Qui2 que ça peut être une fluctuation d'échantillonnage avec une chance sur 10 milliards. Il y a une chance sur 10 milliards que ça soit juste un hasard que les deux échantillons n'aient pas été semblables. Deuxième biais, le biais d'amorçage. Alors le biais d'amorçage, je rappelle, c'est quand il y a une succession de questions qui amènent à la question qui nous intéresse le plus, une réponse déterminée. Première question, Jean-Michel Blanquer a annoncé que l'usage du téléphone portable serait interdit pour les élèves au sein des écoles primaires et des collèges à la rentrée 2018. Êtes-vous favorable ou opposé à cette interdiction? Alors ça, c'est une question quand même assez consensuelle. Les gens, ils ont bien compris que ce n'était pas très bon pour les gamins d'avoir un téléphone portable. Et là, les gens, ils sont d'accord avec Jean-Michel Blanquer à 84%. Plébiscite. Bon, on oublie de dire que c'est déjà interdit d'après les règlements intérieurs dans les écoles et dans les collèges d'avoir un téléphone portable. Donc là, pour l'aspect novateur de la réforme, on repassera. Deuxième question, la France est le dernier pays européen au classement Teams qui évalue les performances en mathématiques des enfants de CM1. Pour améliorer ce niveau, le député La République En Marche et mathématicien Cédric Villani a fait plusieurs propositions. Pour chacune d'entre elles, dites-nous si vous pensez qu'elle sera efficace ou pas efficace pour améliorer le niveau de mathématiques des élèves français. Alors c'est marrant parce que la réforme du moment, c'est quand même une réforme des lycées et de l'enseignement supérieur. Et la question qui est posée là, c'est sur les mathématiques au CM1. Et en plus, on appelle la figure magnifique et absolument, on pourrait dire, incontestable de Cédric Villani. C'est quand même le prix Nobel de mathématiques, quoi. Villani, c'est le Médaille Field. Donc il a des avis sur les mathématiques. Franchement, si vous êtes contre, vous manquez un petit peu d'humilité. Moi, je vous le dis, vous manquez d'humilité. Bon, alors, Villani, il a proposé la mise en place de la méthode de Singapour basée sur les jeux, youpi, avant de passer à la théorie. Les gens, ils sont d'accord avec Villani, donc d'accord avec Jean-Michel Blanquer à 82%, pour 82%. Villani, il a proposé l'apprentissage dès le CEP des 4 opérations. Addition, soustraction, division, multiplication. Il a proposé à vos enfants de savoir compter. Vous êtes d'accord? Pour 74%. Il y a quand même une personne sur 4 au passage qui ne veut pas que ses enfants apprennent les opérations au CEP. Cédric Villani, il a proposé de faire passer de 80 heures à 400 heures la formation en mathématiques des enseignants en primaire. Bon, moi, j'étais pas au courant, mais en tout cas, les gens, ils sont d'accord. Ils trouvent que c'est mieux d'avoir des enseignants à l'école primaire qui savent compter, qui savent faire un petit peu de mathématiques. 69% des gens sont pour. Et puis, donc, le biais d'engrenage. Ensuite, une fois qu'une personne elle a répondu qu'elle était pour 5 fois de suite, en général, elle répond aussi qu'elle est pour à la conclusion qui paraît en découler. Dernière question, qui cumule donc l'effet d'amorçage et l'effet de cadrage. Jean-Michel Blanquer présentera ce mercredi 14 février la proposition de réforme du bac. Faire le lien quand même. On a posé une question sur l'école primaire, une question sur le collège. Là maintenant, Jean-Michel Blanquer présentera ce mercredi 14 février la proposition de réforme du bac. Il envisage notamment de limiter le nombre de matières lors de l'épreuve du bac. Par exemple, on ne dit pas qu'il n'y aura plus de mathématiques à l'épreuve du bac. Et d'introduire une part de contrôle continu dans l'examen du bac. Vous, personnellement, êtes-vous favorable à une telle réforme? Vous avez dit pour. Vous êtes toujours pour à 69% d'ailleurs, exactement comme ceux qui étaient d'accord avec former plus les professeurs des écoles primaires en maths. Présentation finale des résultats, ça c'est le biais de présentation. 69% des Français sont favorables à la réforme de Jean-Michel Blanquer. Alors, derrière tous ces procédés, en fait, qui sont volontaires, délibérés, connus, qui ne sont pas du tout de l'incompétence,
Parce que les sondeurs, ils sont très forts en psychologie, ils sont très forts en sociologie, ils sont très forts en traitement des données, ils sont juste en fait, bah, ils sont juste en fait malhonnêtes. Ça s'appelle le nudge. Le nudge, c'est la méthode, une méthode de conditionnement qui est vendue par les instituts de sondage à leurs clients et qui est en plein essor. Alors le nudge, ça consiste à quoi? Le nudge, ça consiste en une chose qu'on peut aller vérifier sur les pages d'accueil des instituts de sondage, puisque c'est eux-mêmes qui le disent. Il s'agit de mettre les individus dans un contexte de choix qui les incite à adopter un comportement spécifique recherché. Il s'agit de modifier l'architecture des choix. Et, disent-ils, c'est un coup de pouce pour modifier les comportements en utilisant le levier de la norme sociale. Autrement dit, si vous êtes tout seul, vous êtes un con. Donc, il s'agit de faire croire à ceux qui résistent, à ceux qui s'opposent, qui sont isolés et qui sont donc complètement impuissants. Le plus étonnant là-dedans, c'est que parmi leurs clients, on a les sociétés, les dirigeants du MEDEF, du CAC 40, qu'on connaît bien, qui sont aussi les propriétaires de la presse, qui sont aussi en lien avec les éditorialistes et ceux qui vont commenter par la suite. Mais comme client, et là aussi c'est quelque chose qu'on peut vérifier, on a le secrétariat à la modernisation de l'action publique. On peut aller voir sur leur site. Ils ne le cachent pas. Ils sont transparents. Ils disent qu'ils ont recours au nudge. Autrement dit, le gouvernement est client des instituts de sondage qui proposent de conditionner les gens et de fabriquer des chiffres et des données qui va les faire adhérer aux politiques qui sont proposées. Voilà. Le tour est joué. Donc si vous êtes déprimé par les sondages que vous entendez, il ne faut pas trop vous inquiéter. En fait, c'est fait exprès. Merci à ceux qui ont écouté. Bon courage pour relayer ces informations. Et puis, je voudrais surtout rappeler qu'en fait, cette petite enquête que j'ai menée, elle est à la portée de tout le monde. Chacun peut essayer de se protéger, de se défendre contre ces données en refaisant l'enquête à son tour. C'est même un très bon exercice, à mon avis, de défense intellectuelle. Et puis, pour tous ceux qui vont nous représenter sur les plateaux télévision, je voudrais dire qu'il faut qu'ils aient ça à l'esprit chaque fois qu'on essaiera de leur faire fermer le bec en leur imposant une donnée, qu'ils se rappellent que ces données, elles ont été fabriquées, qu'elles ont été construites, qu'elles sont fausses, qu'elles n'ont rien de scientifique et qu'elles sont juste là pour essayer de leur amener des arguments d'autorité contre eux. Et écouter les sondages, c'est tout simplement accepter d'être en sondocrature. Et moi, je pense qu'il faut en sortir.